Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour avec un nouvel épisode du Petit Plateau. Alors voilà, ça y est, les jours se rallongent, la pluie s'en va, le soleil arrive, c'est la course du soleil qui débute. Bonjour Damien, bonjour Romain. Salut, Salut salut. Alexis, salut Romain, salut tout le monde. Alors, je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet. Damien, excellent pull d'ailleurs, hein, petite parenthèse. Merci. Euh, Je parlais de rentrer dans le vif du sujet, mais j'ai pas pu m'empêcher. Donc allons-y cette fois-ci réellement. Est-ce que pour vous, messieurs, Paris-Nice, c'est la première course par étape vraiment prestigieuse de la saison cycliste? C'est un grand Oui, oui. Pas Un besoin de grand oui. ben, débattre, on est d'accord. Non, bah voilà. ok, on a l'UAE Tour qui est une première course pour le Tour, qui gagne tout doucement ses lettres de noblesse, mais c'est pas comparable avec une épreuve comme Paris-Nice, hein. Non. Ça. Ben, il y a Disons- d'ailleurs le week-end d'ouverture, hein, comme on l'appelle si souvent chez nous, du Nice-Blade et de Kuurne. Ouverture, alors oui, évidemment, des classiques flandriennes, mais c'est aussi l'ouverture de la véritable, entre guillemets, saison. Donc, je pense que ça démontre aussi, quelque part, que Paris-Nice, c'est la première véritable course par étape de la saison. C'est ça, hein, en fait, les courses avant sont sympas pour voir où on en est après l'hiver, pour un petit peu faire ses gammes, pour en prendre un petit peu de confiance. Mais Paris-Nice, on rentre dans l'histoire, on rentre dans le prestige. Voilà, quand on roule Paris-Nice, on a déjà dans un coin de sa tête le Tour de France pour certains, les classiques pour d'autres. Mais Paris-Nice n'est pas la seule course de la semaine prestigieuse, il y a aussi Tirreno-Adriatico. Donc j'aimerais vous demander quelle est selon vous, enfin, ou quelle est pour vous la plus belle, quelle est votre préférée entre les deux? Moi, je me sens un tout petit peu plus proche de Paris-Nice, mais à mon avis, c'est le côté francophone qui fait qu'on a Mhm. eu plus d'images de Paris-Nice quand j'étais gamin, et je pense que c'est ça. Je ne la placerai pas spécialement au-dessus en termes de prestige parce que ça dépend un peu d'année en année. Ça dépend des Mhm, parcours qui sont mhm. proposés. Là où je vais donner, par contre, un point sans hésitation à Tirreno, c'est sur le trophée, hein. Ouais, on est Superbe d'accord. trophée. Mais c'est vrai que tu parles de la dimension francophone, je vais même aller plus loin, la dimension France. Paris-Nice, dans mon esprit, en tout cas quand j'étais gamin, c'était la première course de préparation en vue du Tour de France. Mhm. C'est comme ça que moi je me la représentais. Il y avait Paris-Nice, puis il y avait le Dauphiné, il y avait aussi le Critérium international à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était toutes les courses françaises finalement de renom par étape avant le Tour de France. Et donc, j'ai grandi avec ce focus sur Paris-Nice. Et comme tu l'as très bien dit aussi Damien, on diffusait pas, chez nous à ce moment-là le Tirreno, enfin les courses italiennes, donc on a mis longtemps avant de voir les images. Après, je trouve qu'effectivement, ça reste une course, magnifique Tirreno, qui a souvent un profil différent de Paris-Nice. Et d'ailleurs, pendant des années, on a souvent vu, des startistes totalement différentes sur l'une ou l'autre course. J'ai l'impression que ces dernières années, ça se ressemble un peu plus. On a un peu plus de montagnes sur Tirreno qu'avant. On a un peu plus de plats sur Paris-Nice qu'avant. Donc voilà, je trouve qu'il y a un rééquilibrage peut-être, entre les 2 courses, au niveau vraiment du prestige d'aujourd'hui, mais dans l'histoire, Paris-Nice reste au-dessus, je pense. Oui, on a eu des très belles startistes ces dernières années à Tirreno, notamment bon, Pogacar, Van Aert et Van der Poel en font beaucoup. Et justement, moi, là, on est vraiment dans la partie de saison où je suis tout à fond, donc je vais suivre les deux courses comme chaque année. Mais mon attrait pour l'une ou l'autre va vraiment dépendre un peu, comme vous dites, du parcours et de la startlist des participants. Et cette année, je dois dire que à ce niveau-là, je mets un gros plus à Paris-Nice pour ma part. Je vais être très honnête, j'ai pas beaucoup regardé ce qui se passait à Tirreno, en Ouais. fait. Donc, c'est vrai que quand je vois la start list de Paris-Nice, en tout cas, elle me hype de fou. On va avoir Ouais. l'occasion d'en parler, mais, pour plein de raisons. Pour, des mecs, de très haut niveau, pour des mecs qui sont en reprise, pour, des premières courses en commun, notamment le Roglic, mais on va y revenir, enfin pour plein de choses. Je me suis tellement focalisé sur Paris-Nice que j'avoue, j'ai pas vraiment regardé, le parcours de Tirreno et qui va y aller et cetera. Ouais, mais c'est vrai, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que, quand on parle des grands champions, d'aujourd'hui, pour les courses étapes en tous les cas, bah, Roglic, et Remco, ils sont sur Paris-Nice. Alors Vingegaard,
il sera sur Tirreno. Vingegaard, c'est pas l'homme des courses par étapes, c'est l'homme du Tour de France. Mm. Même s'il vient gagner le Gran Camino, on l'a déjà vu performer évidemment sur le Dauphiné, sur Paris-Nice. Et un Pogacar n'est pas là. Un Pogacar ira sur la Catalogne. Donc il y a déjà rien que dans ces 4 fantastiques pour les courses à étapes, il y a déjà un léger déséquilibre en faveur de Paris-Nice, je pense. Et puis, comme on l'a dit, Paris-Nice, c'est pas que des courses dans la montagne. Il y a plein d'autres profils intéressants. Et là, il y a effectivement des profils de coureurs très intéressants au départ de la course au soleil. Oui, bah, ne fût-ce que sur la première étape, hein. Première étape, moi je voudrais déjà vous demander, en fait, on va en parler un peu plus, mais je vais vous demander d'abord un nom qui fait qu'on va pouvoir imaginer quel type de coureur vous voyez, briller sur cette première étape. Moi, si je dois citer un nom, c'est Mats Pedersen. Moi aussi, mais du coup, pour en dire un autre, je vais dire Arnaud Delis. Mais vous Mais êtes je sur le pense, même type de oui, coureur du coup? voilà, C'est ça. j'allais dire, c'est les mêmes coureurs. Il faut savoir que la première étape, donc des Mureaux aux Mureaux, hein, c'est un tour. Mhm. Il y a deux petites bosses dans les 40 derniers kilomètres. Il y a un peu de D+. Il y a un peu plus de D+, d'ailleurs que l'année passée. C'est pas énorme, hein, mais enfin. Et puis, il y a je pense, le dernier kilomètre, il y a une petite bosse là. C'est Ouais. c'est un peu plus qu'un faux plat Ah oui, montant. Mais voilà, disons que je pense que pour les purs sprinteurs tels que les Groenewegen, les Jacobsen, ça va être compliqué d'être dans le bon groupe. Surtout qu'on connaît l'appétit des coureurs comme Pedersen, comme Deli, comme Matthews aussi, que je n'écarterai pas pour cette première étape. Et donc, je pense que ce sera vraiment difficile à suivre pour les purs sprinteurs pour cette première joute. Euh, L'autre question, finalement, c'est est-ce qu'un Roglic ou un Evenepoel pourrait déjà faire une différence? C'est peut-être pas assez difficile, par contre. ils C'est peuvent pas assez essayer. difficile. Ils peuvent essayer, mais est-ce que ce sera En- assez difficile pour semer Le des Pedersen, des placement, Matthews et de Lee? ah, ça non, mais le placement va jouer et tout le monde ne pourra pas être dans les 20 premières positions. Donc on pourrait voir des gars du classement général essayer de piéger d'autres gars du classement général. Et puis, comme vous avez dit, on va avoir ce que nous on appelle au petit plateau les punchers sprinters qui vont essayer de lâcher les sprinters. Donc, il va y avoir, ça c'est vraiment les courses que moi j'adore, un petit peu à l'image de Milan-San Remo. On va avoir des courses dans les courses entre les différentes catégories de sprinters. Entre d'un côté les gars de classement général qui vont peut-être essayer de se faire la bagarre entre eux, et d'un autre côté les punchers qui vont essayer de lâcher les sprinters qui vont essayer de rester accrochés. Donc ça va être animé de partout, tout le monde va vouloir prendre les 20 premières places et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ouais. J'ai Damien, tu voyais qui, un toi? Moi, j'ai un peu peur qu'on soit déçu parce que sur le Oui. parcours, je pourrais imaginer un puncher, mais je suis en train de parcourir la start list et je cherche un puncher qui n'a pas de leader dans son équipe, enfin qui pourrait vraiment avoir quartier libre, je vais dire. Et honnêtement, c'est pas fou, fou, fou. Je pense pas que les hommes. Alors, j'entends ce que tu dis sur le placement, effectivement, mais je pense pas que sinon ça va être leur volonté. Il y a assez d'étapes et de terrains intéressants pour eux derrière, les leaders, que pour se faire la bagarre le premier jour. Et donc voilà, bon, je regardais chez Movistar peut-être, où il n'y a pas Ouais, grand monde. Alors peut-être un Cavagna qui essayerait d'anticiper, un Lascano sur sa sortie. Après, est-ce qu'ils vont pas jouer pour Aranburu, qui rejoint le profil un peu c'est que, ça, que, hein. que vous avez évoqué avec Matthews. Donc je vois Mais pas une équipe avec un puncher qui va vraiment essayer de, de, non. de faire un numéro en fait. Le truc, c'est que tous les punchers qui pourraient aimer les petites bosses là sont ce que nous on appelle les punchers sprinters qui vont donc attendre le sprint. Donc personne va Mhm. essayer en tout cas, de s'isoler. Mais tout le Ça monde va, va essayer de lâcher des Groenewegen et des Jacobsen. Ouais. voilà, On ça se va, ça rappelle, va durcir. Oui. ouais. Voilà. On se rappelle l'année passée, c'était le fameux triplé fantastique des Jumbo à l'époque, hein, Ouais, c'est avec dur, hein, et c'est dur. Laporte, Roglic et Van Aert. Donc il y a moyen de sortir quand on est en costaud. Peut-être il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est peut-être son année à lui, c'est Coquard. Mhm. Brian Coquard, c'est encore le genre de finale si il est dans les meilleurs en quittant la dernière bosse sur la dernière portion. Voilà, c'est un faux plat. Il aime ce genre d'arrivée. On a déjà vu qu'il pouvait rivaliser tant avec des purs sprinters finalement comme un Merlier, on l'a encore vu récemment sur la Tour, ou un Pedersen, on l'a notamment vu sur, je pense, c'est Bessèges, hein, à de multiples reprises. Mais voilà,
c'est peut-être une arrivée qui convient bien pour le coq, mais à voir s'il sera encore avec les meilleurs à ce moment-là, quoi. Et la ligne d'arrivée est à 2 et demi, donc c'est justement, Ouais. une arrivée qui correspond à Coquard, Pedersen et De Ligt. Ça va être assez intéressant de voir ça. Plus que le lendemain, du coup, où là, c'est l'étape pour les sprinteurs, finalement. Plateau des sprinteurs, je regarde un petit peu. Intéressant. Ouais, Groenewegen, Tyson, Kooi. Jacobsen, Kooi, Demar, on verra. Alors moi, je suis quand même curieux de voir De Ligt, Ouais, sur un sprint, Pedersen évidemment aussi, hein. Pedersen aussi, on connaît un peu plus. Moi, je suis curieux de Ligt, en fait, parce que, je l'ai toujours vu comme un classic man, vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois. Et là, je veux le voir sur du sprint plat parce que je Ça dis c'est pas que sur le tour, il va faire que du sprint plat, mais là, il va être amené avec le départ des One à devoir faire du sprint, vraiment du ça sprint. Donc je suis curieux de voir. Ouais. Sam Mais Bennett, c'est hein. ouais. Sam Bennett, ouais. Caden Caden Groves. Groves, ouais. Le plateau des sprinteurs est sympa. On le disait, pour une course au soleil Ouais, qui, normalement, fait la part belle à la montagne, Ouais. il y a quand même du choix derrière. Et il faut Oui, quand même et pas enfin, tu parles de Lee, mais même un Pedersen, hein. Je pense que c'est un Pedersen l'a montré sur le Tour de la Provence, je pense récemment. Il est en grande forme, il peut gagner un sprint massif aussi. bien sûr, bien sûr. il Donc, va les faire en tout cas, oui. il va les faire, ça c'est sûr, Et ouais. il y a un nom qu'on n'a pas cité, je veux juste le citer parce que il est moins connu, mais il vient de briller, très récemment sur, l'UAE Tour, c'est Arvid de Klein. Ça fait ouais, Oui, Qui est ouais, j'y ai là. pensé Quand même aussi. envie de le voir face au top sur une telle course, hein. J'ai envie de voir. ouais, qui a vraiment franchi une étape en ce début de saison, hein. Ouais. Son nom apparaissait à gauche, à droite sur des courses secondaires, puisqu'il était dans des équipes d'ordre secondaire, hein, notamment le Human Powered Hills. Mais ici, avec Tudor, on sent vraiment qu'il franchit un step. On arrive au chrono, si je dis pas de bêtises. Alors, bah, c'est C'est la ça. fameuse particularité qu'ils ont mis en place l'année passée. C'est un chrono par équipe, mais avec temps individuel. Ça va être intéressant évidemment pour, tous ceux qui visent le classement général. J'ai une petite question, est-ce que vous pensez, vous, que le fait que ce soit, sur le temps individuel, ça peut avoir un vrai impact entre les tout grands favoris? Oui, pour moi, oui, parce que c'est un chrono usant et si, sur les 3 derniers kilomètres, bon, ils vont essayer de rester groupés évidemment, mais si tu lances un, Remco Evenepoel les 3 derniers kilomètres, bah, lui, on le rever enfin, il va faire à fond, il s'en fiche qu'on le suive derrière et ça peut jouer. Après, si les Bora restent groupés, ils peuvent contrecarrer ça donc je suis ouais, je sais pas, c'est dur à dire. Moi, j'aime J'ai bien, tendance hein, à dire que oui. j'aime bien ce format. Je suis pas pour un cyclisme immuable. Je sais que ça avait fait, crier, l'année passée au départ, puis finalement, après le déroulé, on s'est dit: «Ah, c'est pas si mal». En dehors d'individuels, ça peut terminer à 2, ce qui n'était pas non plus autorisé avant. Par exemple, à Van Wilder qui pourrait être avec Remco, enfin, tu peux Mmh. garder vraiment les meilleurs. Toi, Romain, qu'est-ce que tu penses de ce système? Bah, je suis pas fan justement, moi. Je fais partie de ces gens qui, j'ai pas crié, mais enfin, hem, il y a 2 disciplines. Il y a le contre-la-montre individuel et puis il y a le contre-la-montre collectif, et ici, on fait un peu un mix des 2 et je vois pas trop enfin, si, bien sûr, je vois l'intérêt, mais je trouve que c'est vouloir innover pour innover. Alors à la rigueur, j'aurais préféré avoir un jour de course en plus, mais avoir un petit chrono individuel et un petit chrono par équipe sur la semaine. Parce qu'ici, voilà, je sais pas, j'accroche pas, mais c'est peut-être parce que c'est encore, nouveau, et on en reparlera peut-être dans quelques saisons, peut-être que je serai fan. Moi, j'aime bien cet aspect, mais je ne sais pas si je ne le surévalue pas un petit peu, cet aspect un peu plus tactique peut-être, enfin d'avoir, autre Mmh. chose à penser et à pouvoir jouer. Après je le surévalue peut-être parce qu'effectivement arriver tout seul, est-ce que c'est En fait, bien on intelligent? doit encore se faire notre propre avis aussi, hein. On n'a pas c'est encore un format assez récent. Faut lui laisser le temps, de nous montrer ce qu'il a apporté ou pas. Mais qu'on s'y détrompe pas, ça reste un chrono par équipe et on aura l'occasion d'en reparler avec, le profil des autres étapes. C'est un chrono par équipe qui aura une grande importance et la meilleure preuve de cela, pour moi, c'est la start list. Je Mmh. sais pas ce que vous en pensez, mais Quick-Step n'a pas pris une équipe de grimpeurs, il a pris une équipe de rouleurs. Pareil pour Bora, pareil pour Ineos. Il y aura match et pour moi, il y a de grandes chances que, le gagnant de ce Paris-Nice, soit dans l'équipe gagnante du chrono par équipe. Tellement il ça risque de se jouer là selon moi.
En tout cas, il risque d'être très important, ça c'est sûr. Ouais, ouais. 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 Bah, je dis pas que ça va d'office se jouer là, mais si on est sur la même configuration que l'année dernière et que Remco et Roglic sont un petit peu à jeu égal, au printemps, enfin c'était le cas au printemps l'année dernière, bah, alors c'est clair que ce chrono va jouer et regardez, que ceux de la Quick-Step, qui est-ce qu'ils amènent avec eux? Ils prennent Van Wilder, Remco, bon ça normal. Ils prennent Cattaneo, Lampart, Moscon, Casper Pedersen. Ils prennent pas Ouais. Landa, ils prennent pas Hirt, voilà, ils prennent des rouleurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, j'étais juste nuancé sur celui qui gagnerait parce que je me Oui, dis, oui, je vois oui. l'équipe, UAE qui emmène, aussi du sacré rouleur et pourtant je vois pas mettre Oui, UAE gagner le général, quoi, par non, non. exemple. Bah, eux aussi amènent des sacrés rouleurs, quoi. Le chrono fait quand même pratiquement 27 kilomètres. Mmh. C'est pas rien, hein. Pour une course Mmh. d'une semaine, c'est pas rien. À titre de comparaison, sur le Tour de France l'année passée, il y avait moins de, de contre-la-montre, enfin de kilomètres contre la montre. Et en plus, qui plus est, c'était pratiquement que de l'ascension tout le temps, hein, donc à Combloux. Mais c'est clair que ce contre-la-montre va avoir une incidence sur le général. Ça, c'est une évidence. Et c'est pas par hasard, effectivement, que toutes les grosses équipes amènent des rouleurs et pas n'importe lesquels. Ouais, et dès le lendemain alors, ben, on attaque vraiment, la bagarre pour le général à mon avis. En tout cas, les premières différences vont se faire et on va en voir certains qui vont perdre le classement général certainement dès le lendemain. Bah, c'est l'occasion peut-être, on va pas détailler toutes les étapes, il me semble, mais votre avis sur le classement, général, donc sur les prétendants? Moi, je trouve la start list, assez dingue. Ouais. Alexis, tu as déjà évoqué ceux qui sont certainement les 2 favoris, hein, Remco et Roglic. Mais, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un duel à coup sûr entre ces 2 là? Parce que, ben, il y a du Skelmose, il fait pas sa rentrée, hein, qui était sur le week-end d'ouverture en France. Il y a Gall, bon, lui, Gall, ça va être le problème peut-être, quoique quand on voit comment, va Decathlon, ils peuvent peut-être limiter sur le chrono, mais il a montré une bonne forme en rentrant aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres candidats sérieux. Qu'est-ce que vous en Je pensez? Il y a Jürgensen, tiens, par exemple, aussi, suis assez qui a fait d'accord, son il y a grand objectif. Rodriguez aussi, hein. Ouais, qui a Chez Ineos et ouais. en fait, justement, moi, si je regarde, dans un premier temps, mon premier réflexe, c'est toujours de regarder les dernières ascensions. Si je regarde les dernières ascensions et les temps d'ascension, prévisibles, je me dis: bah, ce sera un groupe restreint avec, une arrivée au sprint entre Remco et Roglic. Du coup, voilà, ils vont se prendre, à coups de seconde et ça va se jouer au chrono. Mais, quand on regarde les étapes dans leur intégralité, elles sont extrêmement bien tracées. Ce sont des cols qui s'enchaînent avec jamais aucun mètre de plat des cols, donc beaucoup de dénivelé et aucun répit. Donc pour moi, des gars comme Rodriguez ou Gall ou autres reviennent dans la danse parce qu'on n'est pas à l'abri, du coup, de voir des écarts alors que, dans un premier temps, je ne m'imaginais pas d'écart. Donc oui, en effet, duel de base, on peut s'y attendre, mais il y a d'autres types, d'autres coureurs qu'on doit garder à l'esprit de par ces étapes extrêmement bien tracées. Ouais, c'est très ouvert, hein. C'est vrai que bon, Remco, on l'a vu, il est déjà en forme. Il a remporté le Tour de l'Algarve de façon, enfin avec une main de maître, hein. Alors oui, il est battu, sur le punch par, Martinez 2 fois, OK, d'accord. N'empêche qu'il termine avec une minute d'avance. Donc voilà, il a maîtrisé ce Tour d'Algarve, donc il est en forme. Roglic, on ne sait pas. Roglic, on va le découvrir sous un nouvel environnement. On peut imaginer qu'il sera en forme, mais c'est quand même le premier jour de course de Primoz Roglic, pas de la saison, le premier jour de course d'un Roglic qui n'est pas chez Visma. Et donc, il change de matériel, il change de mécano, il change d'environnement. Il faut voir dans quelle mesure il a digéré ça pendant l'hiver. C'est la grosse inconnue, même si, vu le talent du gars, vu l'expérience surtout du gars, on peut imaginer que c'est rien du tout. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que tant Remco que Roglic seront sur les mêmes vélos, donc il y aura pas d'excuse de différence de traitement de matériel. Bref, ça c'est pour l'anecdote. Après, effectivement, c'est très ouvert. Il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est David Gaudu. David Gaudu qui fait quand même 2e l'année passée, qui battait Mmh. Vingegaard l'année passée. Si on enlève David Gaudu, parce que de nouveau, on ne connaît pas l'état de forme de David Gaudu, hein, on l'a pas encore vu, même s'il a déjà couru, on l'a pas encore vu. Mais David Gaudu, si on le retire, qui était, le suivant, dans le classement général de Paris l'année passée? C'était Matteo Jorgensen, qui arrive comme leader chez Visma. C'est sa course de leader cette année. On l'a vu lui par contre sur les Flandriennes. On a vu qu'il était déjà très affûté, Ouais. peut-être un petit peu court. Mais je pense qu'effectivement, pour venir embêter, Remco
et Roglic, on va avoir Jorgensen, parce que c'est Visma. Et alors, je mettrai aussi une pièce sur Skelmos. Pour moi, c'est les quatre gars vraiment à suivre, avec Gaudu, plus pour faire plaisir à nos amis français qui nous écoutent, Ouais. parce que je n'en entends pas, et en même temps, c'est quand on n'en attend pas spécialement quelque chose qu'on est agréablement surpris. Mais chaque fois qu'on a entendu quelque chose vraiment de Gaudu, pour moi, il est passé un peu à côté. Donc voilà, si on attend trop de lui, j'ai l'impression qu'il passera à côté. Donc je préfère ne Ouais. pas attendre quelque chose de lui et voir David Gaudu venir créer la surprise. Ouais, il Ouais. avait chuté hein, en début Ouais. de saison. Est-ce que ça vient de là? En tout cas, effectivement, il n'a pas montré une grande forme. Après, Rodriguez non plus, je ne sais pas ce qui s'est Non. passé à Gran Non, Camino. Après, il faisait dégueu. Il faut peut-être relativiser aussi, évidemment, cette course-là, mais fun c'est quand vrai que même. c'est un peu décevant. Par contre, tu sais de 4 et puis tu sais de Gaudu en plus. Mais donc, on sait de personne du bloc UAE, Bah, j'allais dire, ouais, malgré Almeida, malgré. j'allais dire, Almeida va pas gagner ce Paris-Nice. Ah, jamais de la vie, mais voilà, il fera 4e ou 8e ou 7e, voilà, Il va faire il va faire du il va Almeida, faire du quoi. Almeida. Il sera là. Il Ouais. sera là et il montera au train et ça, voilà, il sera là. J'ai vu passer une réflexion sur Twitter tout récemment. Je pense que c'est Latib qui la partageait et j'ai trouvé ça assez pertinent. Almeida est peut-être le seul coureur de la dynamique UAE qui n'a pas franchi une étape supplémentaire depuis qu'il est Mmh chez UAE. mh. Bon, Pogacar, évidemment, c'est voilà, mais un Del Toro, même un Vine, McNulty, tous ces gars-là ont pris du volume en arrivant chez UAE. Et Almeida, on a l'impression que depuis qu'il est arrivé là-bas, il stagne. Et donc, à moins que il ne se soit mieux préparé pour Paris-Nice et qu'il arrive plus fort que jamais, j'ai pas l'impression qu'Almeida va pouvoir rivaliser avec Remco et Roglic. Et on devrait le retrouver autour de la 4, 5, 6e place, C'est je ça, pense. comme d'hab, hein, ouais, ouais. Je peux vous citer les résultats d'Almeida parce que je pense qu'on le sous-estime, mais moi y compris tout Ah le oui? temps. Donc l'année passée, hein, 2e de Tirreno, 3e de la Catalogne, 3e du Giro. C'est pas si mal, hein. Ah oui, mais en fait, on le sous-estime parce qu'il ne gagne pas. 2e de la Pologne. Oui, oui, d'accord, mais Quand est-il on le met premier? on Voilà. le met ah oui, d'accord, mais on le met 4e où on dit que alors oui, évidemment, il y a 2 grands favoris et je pense qu'effectivement qu'il fera pas mieux, donc c'est bête, hein, mon Mais intervention peut-être, mais je veux dire, je me demande quand même Non, si on n'a mais pas tendance à trop sous-estimer, Almeida parce qu'on le voit toujours à l'arrière un peu lâché et en galère et je sais pas, non, mais ceci dit, pour moi, quand Almeida est parmi une start list de coureurs, de bons coureurs de classement général, il participe grandement au fait que pour moi, c'est une bonne start list de coureurs de classement général. C'est juste que ouais. je vais pas le mettre dans les favoris. ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi je m'emballe toujours pour un Ouais, Tao ouais. et je suis pas sûr qu'un Tao fera mieux qu'un Almeida, Non, non. Non, mais mais bon. autant je vois pas Almeida gagner Paris-Nice, autant je peux envisager Jorgensen et Skelmos le gagner. Ouais, Skelmos moi aussi, Ouais, j'aime. Jorgensen, je me demande si justement cet enchaînement de cols lui sera pas fatal. Mais en effet, il a montré des excellentes qualités et il est chez Visma, donc Et Il c'est le est bonus chez Visma. Visma. on peut s'attendre à tout. On aurait le En parlant Jorgensen de de Movistar, je ne l'aurais pas mis dans les Voilà. oui, oui, possibles oui. vainqueurs. Ouais, ouais. En parlant de bonus de Visma, je voulais réagir aussi sur ce que tu disais sur Roglic, qui a l'expérience pour que ça se passe bien, et cetera. Dani Martinez, il venait d'une autre équipe, hein et ça a été chez Bora pour ses débuts. Quand je vois le début de saison de Vlasov, je pense que ça va. Donc moi j'avais un peu peur mais je suis toujours, curieux de voir Roglic chez Bora, mais quand je vois le début de saison de Bora, je me dis: «Oh, Ça je crois marche, qu'on ouais. va avoir du bon Roglic, et je Ouais, l'espère et je il suis a très l'air content». affûté. Ouais et alors, par contre, 1re curiosité, Roglic et Vlasov, hein. Le tour, on va même pas se poser la question malgré les déclarations de Vlasov. Moi, je vais vous répondre avant ma question. J'ai pas l'impression que ce soit dans l'esprit de Roglic, mais est-ce que pour vous, c'est envisageable si Vlasov était en position de gagner, ce Paris-Nice qu'il lui laisse? Moi, je crois pas, en plus en arrivant dans une nouvelle structure, hein, mais Non, il doit, prouver son statut. il me semble aussi. Et puis déjà, c'est quand on voit, tout ce qui s'est passé avec Kuss à la Vuelta, ça m'étonnerait que ce soit dans son Ouais, esprit de laisser la victoire à Vlasov. je suis d'accord, J'ai Romain, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'il a quitté la structure Jumbo-Visma, hein. C'est Mmh. pour être le leader absolu. On évoquait un possible duel avec, Remco. Moi, j'ai écouté, j'ai découvert en fait une chaîne, c'est Radio Freigal. J'écoute ça sur YouTube. Alors ils ont des trucs qu'ils font parfois qui sont vraiment top.
qui sont originaux, en fait. Ils ont des contenus où ils font le conseil de classe, où ils font des prédictions un peu originales. Et là, ils tiraient les conclusions hâtives du début de saison. Alors, je ne sais pas si pour eux, c'était hâtif parce qu'il avait été battu 2 fois par Martinez, mais ils s'interrogeaient sur Remco et ils se disaient: «Tiens, est-ce que Remco va gagner une course par étapes World Tour cette année?» Et c'est vrai que j'ai jamais pensé, au départ, avant de les écouter, mais quand on regarde son programme et quand on regarde qui il va trouver en face à chaque fois, eh ben, on a le droit de se poser la question et on est peut-être en droit de se demander si c'est pas ici déjà sa meilleure chance de la saison. En fait, j'ai envie de séparer la question en 2. Est-ce que premièrement, est-ce que Remco peut gagner Paris-Nice? Deuxièmement, est-ce qu'il peut gagner une autre course par étape pour le Tour cette année? Pour la première, j'ai envie de dire, pour moi, c'était même si duel avec Roglic, oui, mais pour moi, c'est le grand favori parce que le parcours lui convient bien, beaucoup mieux que les autres courses par étapes qu'il va faire cette année. Mmh, mais c'est vrai que pour ce qui est des autres courses par étapes, il tombera toujours face à un Vingegaard ou un Pogačar et on a encore trop d'incertitudes, quant à Remco sur sa capacité parce que le parcours des Dauphiné et du Tour est très compliqué. On a trop d'incertitudes que pour pouvoir dire, je pense: «Non, il sera là au Dauphiné et au Tour». Ben oui, je trouve qu'effectivement sur le Tour, ce ne sera pas le favori, hein. En l'état des choses, je le vois très, très bien, comme 3e homme, mais ce sera difficile de chercher Pogačar, et encore plus Vingegaard. Sur les autres courses, par contre, je suis pas aussi, catégorique. Alors le Dauphiné, j'ai pas encore vraiment analysé, c'est très, très montagneux, on arrive souvent en altitude. Donc là, ce sera plutôt effectivement avantage à un Vingegaard ou autre. Ici, c'est vrai que Paris-Nice, alors il y a le Mont Brouilly, lors de la 4e étape et puis, c'est Oron, hein, je pense, Mmh. c'est la veille de l'arrivée, avant une étape, Rennes, le lendemain qui fait une boucle autour de Nice. Mais c'est vrai que je pense que ce parcours et peut-être celui du Pays basque, J'allais de le dire, ouais. hem, lui convient Bah, bien et ici, il y aura entre guillemets que Roglic, sans compter évidemment tous ceux qu'on a cités en début d'émission, donc les Skelmos et autres, mais il y aura que Roglic à aller chercher, alors que sur Itzulia, il y aura peut-être un Vingegaard. Normalement, il y aura un Vingegaard, peut-être, on ne sait pas encore, un Pogačar, mais on sait qu'il affectionne le Pays basque, on sait qu'il est à l'aise là-dessus. C'est des côtes qui sont plus courtes, plus raides. oui, Faudra voir. j'avais pas en tête. Ouais, je moi, je pense que Remco gagnera une étape, enfin une course à étapes, pardon, sur cette année. Heu, Au-delà des parcours, des adversaires et cetera, bah, tout simplement parce que chaque année, Remco nous impressionne. On en attend énormément et malgré tout, il nous impressionne en gommant quelque chose qu'il ne faisait pas bien avant, en réalisant un exploit qu'on ne lui prêtait pas avant. Et donc je pense que c'est encore trop tôt pour effectivement gagner un Tour de France face à cette, énorme concurrence. Mais par contre, gagner une course à étape d'une semaine, il y a moyen et je pense qu'il y a la place, comme on dit, ici sur Paris-Nice ou sur l'Itzulia. Moi, je lui donne même plus de chance là-dessus. Bon, vu qu'Alexis a spoilé, son grand favori et donc c'est 3 étoiles pour Paris-Nice, je peux spoiler le mien aussi. Pour moi ici, même si, je vois Remco tout près et que je vois une bagarre entre eux, heu, je donnerai Roglic. Étonnamment, alors que sur le Pays basque, il y aura Vingegaard qui normalement, vous le savez, je le considère comme imbattable. Je me dis qu'au Pays basque, avec un petit chrono en ouverture, où Vingegaard roule très bien, mais bon, normalement, bon, Remco doit quand même prendre du temps. Et je sais pas si Vingegaard se saura sortir Non, Remco sur le Pays basque, donc je lui ouais, je donne suis peut-être un d'accord. peu plus de chance là, en fait. Pour ma première réponse, j'avais pas en tête le Tour du Pays basque et en fait, le parcours du Pays basque lui convient encore mieux à Remco que celui de Paris-Nice donc non, pour moi, c'est plus le terrain de Remco que de Vingegaard, là. On va peut-être pas donner nos favoris comme à chaque fois, on fera nos étoiles, le matin de la course, mais heu, un nom que vous n'allez peut-être pas mettre dans vos favoris, mais que vous garderez à l'œil sur, ce Paris-Nice? Pour meubler, je vais d'abord mettre Van Milder, mais pas en tant que coureur de classement général, en tant que lieutenant de Remco. OK. Ça, c'est toujours intéressant. Moi, après je risque de lui donner une étoile, on verra bien, je sais pas. Félix Gall. Mmh. Ouais, évidemment. Félix Je Gall, suis d'accord. avec ce qu'il a montré l'année passée, là, il a fait une course, si je dis pas de bêtises. Il fait 4e en France et puis, il y a la forme, décathlon, à fond la forme, et rappelez-vous, on en a parlé, je pense qu'on avait parlé sur le petit plateau du bonus,
Intermarché, pour l'esprit d'équipe, la dynamique et rappelez-vous, moi je tape toujours avec ça, la dynamique, la dynamique, la dynamique. Bah, là, la dynamique, elle est idéale évidemment, donc j'imagine pas Gall, se foirer totalement. Après bon, il y a le chrono par équipe, ça me fait un peu peur, hein, mais il a de quoi, il a un terrain de jeu qui peut lui permettre de revenir dans le coup derrière, je pense. Ouais. J'ai eu le temps de vite regarder la Sartiste entre-temps et de la décortiquer. Il y a 2 noms qui me viennent en tête. Le premier, c'est Santiago Buitrago. C'est un coureur qui monte, hein, il y a rien à faire, on sent que ce ne sera jamais, un top coureur de classement général, mais c'est quelqu'un qui peut venir vraiment, chatouiller les autres et un peu à la façon d'un Almeida. C'est quelqu'un qui pourrait venir faire une 3e, 4e place, donc ce sera, je pense, un gain intéressant à suivre. C'est un excellent grimpeur, un excellent puncher aussi et donc c'est quelqu'un qui pourrait dynamiter peut-être les courses. C'est en tout cas quelqu'un qui va pas se cacher et qui, quand il y aura, des groupes avec, les Armada, Quick Step, enfin ceux de la Quick Step, euh, comment, Bora et peut-être pourquoi pas Visma ou Yae, peut-être que lui pourra venir justement dynamiter tout ça. L'autre gars que j'aurais envie de citer, mais là c'est parce que on est entre nous, c'est Lorenz de plus. Ouais. Je me dis que Carlos Rodriguez n'est peut-être pas dans sa meilleure forme. Est-ce que ce ne serait pas la chance pour un Lorenz de plus, dont on connaît encore moins l'état de forme hein, que Carlos Rodriguez, mais de pour une fois jouer un peu sa carte personnelle sur une course par étape depuis qu'il est chez Ineos. Ce Ouais, serait, Je me suis fait avoir quand tu as dit: «C'est parce qu'on est entre nous» et bon, c'est un peu pour je m'attendais à Steph Kras, Steph Kras. mais j'étais pas si loin. Sinon, moi, j'ai mon nom, c'est Peyo Bilbao. J'étais en train de réfléchir en même temps en me disant: «Mais est-ce que j'ai pas dit une connerie? Est-ce que je vais quand même pas lui donner une petite étoile, à Gall?» Alors je vais donner un nom auquel je vais donner un autre nom, auquel je crois pas en fait, mais je veux juste le voir. C'est Luke Plapp. Ouais, OK, moi, Luke j'y crois pas Plapp trop non plus. j'y crois pas trop, mais puisqu'on veut me parler d'un Luke Plapp leader éventuellement ou co-leader sur un Giro, bah, je vais Mmh. déjà voir ce qu'il veut faire ici sur un Paris-Nice, quoi. Ah oui, ce sera intéressant, ça, c'est clair, mais j'y crois pas. de toute façon, on mettra comme à chaque grande course désormais les étoiles du petit plateau sur Twitter le matin du départ. Duel au sommet au pluriel, le Mont Brouilly Mmh. au rond, entre Remco et Roglic, arbitré par pas mal d'outsiders qui sont, en ce début de saison, évidemment, encore un peu plus que des outsiders. On les a cités. On verra, on gardera aussi évidemment un œil attentif sur quand même ce qui se passe de l'autre côté, hein, Tirreno-Adriatico. En tous les cas, voilà, c'est la belle saison des classiques a redémarré depuis une semaine. Cette fois, c'est la belle saison des courses par étapes qui redémarre. Le printemps, peut-être pas encore totalement dans le ciel, mais en tout cas, le printemps cycliste est véritablement lancé avec cette course au soleil, cette course Paris-Nice. On en reparlera dans un épisode évidemment de débrief pour continuer encore ce printemps cycliste. En tous les cas, Alexis, Damien, merci d'être encore une nouvelle fois sur le petit plateau avec nous et on se retrouve très vite pour parler encore et toujours plus de ce sport qu'on aime tant. Ciao. Ciao.